d'ailleurs, moi je suis très surpris de voir la qualité de construction des avions d'amateurs. Bon, il y a de tout, bien sûr, il y a des gens qui construisent plus ou moins bien parce qu'ils sont plus ou moins doués, mais il y a honnêtement des avions d'amateurs qui dépassent de loin à toutes les constructions professionnelles. Je vais donc vous raconter l'histoire de Jean Pottier et les débuts de sa carrière aéronautique. Jean est né en 1945 dans la Manche, dans le petit village de Lessay. Dans sa famille, personne ne pratiquait l'aviation. Cependant, en 1927, il s'est passé un événement sur l'aérodrome de Lessay qui suivait un exploit qui a eu un retentissement mondial, puisque Charles Lindbergh est venu se poser sur cet aérodrome suite à sa traversée. Il est venu à Lessay parce qu'il devait reprendre le bateau qu'il devait le ramener à New York. Et en juin 1927, la mère de Jean avait à l'époque 13 ans, et forcément, elle a entendu parler de cette aventure qui a certainement marqué son esprit. Elle n'a jamais parlé d'aéronautique, et à la fin de sa vie, elle m'a avoué un peu coupable qu'en fait, à l'époque, elle était très attirée par les avions, mais ça ne se faisait pas pour une femme. Alors, j'ai peut-être compris ce jour-là que Jean avait reçu peut-être un petit virus de ce côté-là. Et ce virus s'est transformé tout d'abord par la pratique du modélisme. À l'époque, le modélisme, ce n'était pas des kits prêts à construire. Il fallait réaliser ses plans, les construire, les penser, et puis ensuite tester les machines, les améliorer. Il a commencé donc à l'aéroclub de Cherbourg. Il a fait de nombreux modèles réduits. Il est ensuite passé à la pratique du vol à voile sur un aérodrome aussi qui est historique, puisqu'il s'agit du camp de Manerolles, qui avait été créé par Alexis Manerolles, le premier champion de vol à voile français. Et donc il a fait son premier vol à Vauville sur un planeur également très connu, puisqu'il s'appelait le Castel 25. Son instructeur était Jean Pateau, et ça se passait en 1966. C'était également l'année de la sortie de la Grande Vadrouille, où le Castel 25 tenait la vedette à la fin du film. Nous sommes maintenant devant cette aile volante conçue par Charles Fauvel. Jean Pottier avait rencontré Charles Fauvel et ça lui a donné l'idée de sa première conception ayant connu son premier vol, à savoir l'aile volante motorisée qui s'appelait le P40. Cette aile volante est aujourd'hui exposée au musée des Forces armées belges à Bruxelles. Il est parti ensuite faire son service militaire après ses études à ce qui est devenu l'IUT de Ville d'Avray, où il a rencontré deux passionnés d'aviation. C'était Christian Briand et Christian Ravel. Christian Briand a été pilote d'essai à la Socata et Christian Ravel a été pilote de ligne et créateur du musée du GPP à Angers. J'ai connu Jean Pottier lors de notre service militaire, où nous avons été incorporés en septembre 1968. C'était l'époque des sursitaires. Et, hasard, nous nous sommes retrouvés dans la même chambre, avec en plus un garçon qui s'appelait également Christian Briand, qui a été le pilote d'essai chez Morane pendant très longtemps. Très vite, nous nous sommes aperçus que nous étions fanats d'aviation, tous les trois. Et, hormis les classes passées où nous avons été un peu occupés, eh bien, un jour, lors d'une discussion au foyer du soldat, comme on disait à l'époque, j'ai émis une idée, un de mes fantasmes aéronautiques, je rêvais d'un avion ayant une jolie ligne, allant vite, avec un train rentrant, parce que j'étais encore pilote débutant et le train rentrant me fascinait, et qui était capable de tourner une voltige élémentaire. De là, Christian Briand s'en est mêlé, longue discussion, entre le café et la bière, c'est là où viennent les meilleures idées, et nous avons, ils ont, soyons honnêtes, lancé les prémices de ce qui deviendra plus tard le P50 Bouvreuil. Nous avons une anecdote amusante, parce que quand il y avait cette fameuse piqûre dite TABDT, qui était censée guérir de toutes les maladies possibles, et nous étions consignés, nous avions obtenu une petite salle et que nous avions fermée. Nous avions apporté le papier à dessin, le crayon, la règle à calcul. Les calculatrices n'existaient pas encore. Et je me rappelle l'air effaré du sergent de semaine qui est rentré voir ce que faisaient ces trois garçons. Il a trouvé, moi, assis sur la chaise,
Jean Pottier en train de me mesurer entre les deux oreilles avec un double décimètre, et Christian Briand en train de prendre les notes. Simplement, on est en train de calculer la verrière du P50 et il fallait qu'une tête puisse passer. Et puis ensuite, le service militaire s'est poursuivi gentiment, chacun avec nos affectations. Nous nous sommes un petit peu perdus de vue pendant quelques années et nous nous sommes retrouvés au réseau du sport de l'air qui, je le rappelle, est la fédération qui regroupe les constructeurs amateurs et depuis une dizaine d'années les collectionneurs d'avions. Nous étions tous fanats, nous nous sommes tous retrouvés là-dedans. Très vite, Jean en est devenu secrétaire général, puis plus tard, il a été trésorier, finalement, il en est devenu président. Entre-temps, moi, j'ai été devenu vice-président parce que je maîtrisais bien et je m'intéressais à la réglementation. Et tous les deux, liés par une amitié qui avait déjà largement 15 ans, eh bien, nous avons chacun dans notre domaine essayé de faire progresser cette maison. Cela nous a conduit, lors d'une assemblée générale, à fusionner la Fédération française des avions de collection, dont entre-temps j'étais devenu président, et le RSA, dont Jean Pottier était président. Nous avons fusionné, ici même à Angers, ces deux entités, afin d'être plus crédibles vis-à-vis de notre administration. Le Pottier 180 est la suite d'une longue lignée d'avions conçus par Jean Pottier. Il avait commencé par faire des avions en bois et toile, le P40 qui était une aile volante, fort jolie d'ailleurs, le P50, belle machine mais complexe, et puis il a sorti un petit biplan, le P60 Minacro, qui était une très jolie machine, j'ai eu le privilège de voler dessus, et à ce moment-là il a basculé sur le métal. Il y a conçu le Pottier 70, qui était un avion léger, métallique, simple, aile rectangulaire, fuselage carré, riveté, et de là est née l'idée du P80, qui était une machine presque de la même facture, mais beaucoup plus évoluée. Et à la suite de je ne sais quel deal avec l'administration, ils avaient parié qu'ils le construiraient en 8 ou 10 jours pendant le salon du Bourget. Alors, bien entendu, tout le monde a tenu le pari, et les pièces primaires avaient été préparées évidemment à l'avance. Elles sont arrivées et sous l'œil des visiteurs du Bourget, eh bien, toute l'équipe a assemblé et monté cette machine qui était censée voler le dernier jour du salon du Bourget. L'administration a parfaitement joué le jeu. Veritas avait suivi pratiquement tous les jours la construction, donc dès le dernier rivet posé, la machine terminée, elle n'était pas encore peinte, mais elle était terminée, les papiers ont été signés. Le représentant de la Direction générale de l'aviation civile, à l'époque c'était le secrétariat général à l'aviation civile, a signé les papiers à son tour, et malheureusement la météo n'était pas de la partie, donc il a été décidé non pas de faire un premier vol, ce qui n'aurait pas été raisonnable, mais il y a eu un premier roulage sous l'œil du public, sur la piste d'un avion construit en 10 jours, ce qui est quand même un exploit. Cet avion, qui était devenu propriété de Jean Pottier, et avec lequel il avait pas mal volé, il a eu la gentillesse de me le prêter, j'ai fait 2-3 vols avec au Muro, je peux vous dire que c'est une merveille. Et quelques semaines après le décès de Jean, sa famille a souhaité que la machine soit exposée dans notre musée. Donc, elle nous a été amenée en vol. Nous nous sommes engagés à ne plus la faire voler parce que c'est une pièce unique, une pièce historique. Et elle a été exposée pendant 7 ou 8 ans, pendue au plafond. Là, pour des raisons de limite de place, nous l'avons descendue. Elle va être stockée pendant 2-3 ans et reviendra à son tour, puisque nous pratiquons des expositions tournantes, dans 1 an ou 2, peut-être 3, en fonction de la place disponible. Voilà l'histoire de cette machine magnifique qui, outre le fait que c'est un bel avion, est pour moi directement attaché au souvenir de Jean, et c'est très important. Il a ensuite commencé une courte carrière dans l'industrie électronique,
Mais très vite, le virus de l'aviation l'a repris. Et comme tout passionné, il a voulu transformer sa passion en métier. C'est là qu'il est rentré à la CARMAM et qu'il a créé avec Robert Jacquet ses premiers planeurs. Le premier projet, c'était un planeur composite qui s'appelait le JP 1536, qui déboucha ensuite sur une idée de Jean, à savoir développer un planeur à moitié en kit. Je dis à moitié puisque une partie de ce planeur était réalisée de façon industrielle, à savoir toute la partie L, qui était en composite. Et l'idée était de réaliser un fuselage et un empennage en bois qui seraient réalisés en milieu scolaire et dans les associations pour permettre au club de fédérer les membres. Ça permettait également de donner une expérience aux membres du club en matière de construction, d'entretien. L'avantage du 1534, c'est que également, en cas de casse, eh bien, le club était autonome pour les réparations, et ce qui limitait l'immobilisation, puisqu'il n'y avait pas nécessité de transporter un fuselage jusqu'à l'usine de construction pour la restauration, comme c'est le cas pour un fuselage composite. L'autre aspect, c'était bien sûr le coût, puisque avec le projet 1534, on arrivait à construire un planeur des performances légèrement inférieures à celles du 1536, mais par contre avec un coût de revient de pratiquement 30% inférieur. Il avait également un empennage qui était plus important, avec une surface augmentée d'à peu près 20%, ce qui augmentait la stabilité longitudinale du planeur et en facilitait le pilotage. On voit ici que aussi Jean a commencé à développer son esprit amateur, et la construction amateur a pris évidemment une très grande place dans sa vie, puisqu'il a ensuite réalisé de nombreux avions, avions métalliques, avions bois étoile. Ces conceptions ont été construites un petit peu partout en France, mais également en Europe. À la fin de l'aventure de la CARMAM, puisque quand on est passionné, on n'est pas toujours très bon gestionnaire, il s'est donc réorienté vers simplement une passion de conception qui était consacrée uniquement aux amateurs. Il a conçu pratiquement une vingtaine de machines qui volent toujours aujourd'hui. Donc Jean, c'est un garçon, j'ai eu le bonheur de le connaître, de travailler, disons, 7 ans, je crois, avec lui. Et c'est un garçon d'une gentillesse et surtout un passionné. Et il était tombé avec moi, comment dirais-je, ça s'était créé des liens. Ça avait beau être mon patron, on aimait les mêmes choses, l'aéronautique, tout ça, mais je lui ai toujours dit vous, une marque de respect, vu que c'était quand même mon patron et tout. C'est qu'après, quand j'étais plus du tout dans la société, qu'on s'est tutoyé, enfin qu'on était amis, c'était autre chose. Mais dans la société, entre nous, c'était l'ouvrier, le patron, mais avec des affinités toutes particulières. C'est-à-dire qu'il savait très bien que Toutou, puisque c'est mon surnom à l'époque dans l'atelier, Toutou il pouvait être présent pas à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, mais presque. C'est-à-dire que s'il y avait des pièces à refaire ou des trucs qui n'allaient pas, Toutou à 18h, des fois il restait finir sa pièce à souder. Et puis il était content de la finir, parce que dans la foulée, il y avait peut-être Jean qui était là dans le coin. Il dit, bon, on va monter ça dans le planeur, voir si ça va ou si ça va pas. Jean Potier, comme il était souvent, enfin pas souvent, mais quelquefois absent pour ses amis constructeurs amateurs avec les liasses de plans et la construction de tous ces petits avions qu'il avait conçus, nous, à la CARMAM, en tant qu'ouvrier, le patron, on le voyait, tac, on lui sautait dessus, et puis il nous disait, voilà, pour demain, je serai là. Est-ce que ça serait possible de me faire telle et telle pièce pour qu'on essaye dans le planeur si ça va ou pas, pour maqueter, quoi, savoir si les bouts de tube, les manches à balai coincées pas nulle part, etc., etc. Ce qui fait que les plans, en réalité, c'était pas des plans comme on peut appeler ça, des dessins industriels, c'était ce que j'ai appelé le dossier des liasses des plans torche-cul, à savoir que ça pouvait être un bout de journal, sur lequel il dessinait un crowbar, un bout de contreplaqué pris dans l'atelier de menuiserie à droite ou à gauche, un bout d'aluminium qui traînait avec un crayon feutre pour dessiner la pièce en question. Alors ça pouvait être un morceau de palonnier, un morceau de manche, un morceau de guignol d'aileron, enfin bref. Et tout ça c'était fait au pied levé,
et essayer tout de suite le lendemain ou le surlendemain dans la machine pour savoir s'il n'y avait rien qui coinçait. Parce que là, l'ordinateur, comme chez Dassault avec Katia, là, chez nous ça n'existait pas. Hein. On n'avait pas tout ça. L'ordinateur c'était les mimines et puis savoir si ça marche ou si ça marche pas. J'ai obtenu du service de l'information aéronautique que le SFA s'implique aussi pour les essais en vol. C'est pour cela que la machine est partie au printemps à Saint-Auban pour être essayée en vol constructeur, dirons-nous, par Jean Brunswick, qui était chef pilote adjoint et qui était aussi pilote d'essai à Saint-Auban. La cellule d'essai statique ayant donné les résultats espérés, hein, les essais en vol se sont poursuivis. Au début très, très favorable, jusqu'au jour où Jean Brunswick a voulu l'essayer partant de Mistral. Et là, ça a été une autre histoire. Grosse frayeur, hein, dans les turbulences, la machine devenait impilotable. Vérification en utilisant des fils de laine, notamment sur l'empennage. Et là, il s'est aperçu qu'il y avait un problème de turbulence créée sur l'empennage, dans le sillage de l'aile, notamment sous des variations d'assiette brutale dues aux turbulences en rotor. Jean Potier et moi-même à Saint-Auban, après des discussions très serrées avec Jean Brunswick, hein, nous avons tous les deux réussi, Brunswick et moi, à arracher le morceau, c'est-à-dire de rallonger le fuselage, car Brunswick pensait qu'à juste titre, l'expérience l'a prouvé, que que le fuselage était un peu court, et ce qui expliquait beaucoup de choses. Et puis finalement, donc, le 1er juillet, le planeur redescendait à Saint-Auban, et là, aux surprises, vol absolument parfait, méconnaissable, et la machine remplissait parfaitement toutes les conditions. Plus aucun problème de flotteur, de vibration, de flottement, de pilotage dans les turbulences, machine répondant parfaitement. Toute la construction donc s'est déroulée dans le collège de Édouard Herriot de Livry-Gargan, avec ses classes dites de transition et pratique, qui étaient composées de gamins en échec total scolaire et qui, sur le plan manuel, ont montré des compétences incroyables et tous ces élèves ont activement participé à la construction. Les classes quatre classes venaient à tour de rôle travailler dans l'atelier. Nous sommes maintenant devant ce magnifique C800 sur lequel Jean Potier a également appris à piloter à Vauville. Je voudrais revenir sur l'histoire plus particulière du JP 1534 que vous allez voir faire son premier vol à Fayence, plus de 30 ans après son accident lors d'une vache au départ d'un circuit vers le champ du Rosier. Ce JP 1534 a été en fait l'exemplaire qui a servi à la certification au CEV. Il a malheureusement très peu volé, puisque lors de cette tentative de circuit, le fuselage a été détruit lors de l'atterrissage aux vaches. Jean Magne a donc dû refaire un fuselage, les ailes d'origine étant intactes, elles ont été récupérées. Jean Potier a conservé ce planeur précieusement pendant une trentaine d'années dans son hangar au Mureau. Il était très attaché à cette machine car c'était le seul souvenir qu'il avait de son époque de la Carmam et était très attaché à ce planeur. Il avait envisagé à une époque de le motoriser avec un petit pylône et puis ses activités au RSA, son activité professionnelle ne lui laissaient bien évidemment pas le temps de réaliser ce projet. C'est donc
plus de 30 ans après, que ce planeur reprend son envol à Fayence. C'est également à Fayence que Jean avait effectué son dernier vol en planeur. C'était il y a exactement 29 ans, en avril 1983. Je voudrais aussi remercier Geneviève Potier, son épouse, qui a eu la gentillesse de nous faire confiance en nous confiant cette machine. Et grâce à cela, aujourd'hui, on peut voir enfin le JP 1534 avec sa nouvelle immatriculation s'envoler dans le ciel de Fayence. Je pense que tout est au point, tout a été vérifié, la machine semble parfaite, alors tout de savoir maintenant ce que ça va donner en vol. Hein. Ça me rappellera 30 ans en arrière quand on faisait les premiers vols à Moulins avec Jean Potier. Je voudrais devant ce magnifique stamp remercier les acteurs qui ont permis la remise en vol de ce JP 1534. Tout d'abord, bien sûr, remercier Jean Magne pour le magnifique travail réalisé sur cette machine. Il n'a rien perdu de sa patte de modéliste et de concepteur, constructeur du JP 1534 avec Jean Potier. Je voudrais remercier la collaboration de Christophe Valentin, remercier Christian Ravel pour le RSA, ainsi que les représentants de l'administration, à savoir Jean-Marie Clinquat et Philippe Bézot, qui ont permis de reclasser ce planeur en CNRP, c'est-à-dire certificat de navigabilité restreinte planeur. Cette coopération a permis pour moi de réaliser le rêve que je m'étais promis après la disparition de Jean. Merci à tous.